à tous. Aujourd'hui, on va aller dans notre Provence, on va aller finalement, on va aller du côté du terroir. Et finalement, notre terroir, on pense œnologie, on pense vin aussi en Provence. Et vous allez voir que derrière, il y a des personnes qui se posent des tas de questions finalement pour travailler sur le design de nos bouteilles, le design des cartons, de ce qu'on appelle même cubi, etc., etc. Parce que finalement, ce que l'on voit quand on arrive, je ne sais pas, que ce soit au supermarché, que ce soit dans un domaine ou autre, cette bouteille, elle nous raconte une histoire qui doit correspondre finalement à l'histoire du domaine et peut-être même au goût de ces vins qui sont derrière et cette typicité qu'on peut avoir à différents endroits. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous aurons Sébastien Latz qui vient de Concept Emballage. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe. Tu es directeur associé au centre de Concept Emballage et vous travaillez ici en Provence, mais pas seulement. Tout à fait. Alors le siège historique c'est la Provence, c'est à Brignoles, mais on s'est développé en Vallée du Rhône. On a aussi un gros entrepôt à Orange et un gros site, et puis un site à Bordeaux depuis 6 ans. Et le concept de Concept Emballage, c'est d'accompagner les vignerons sur l'ensemble de leurs problématiques packaging. C'est-à-dire qu'à la fois sur des questions qui peuvent se poser en termes de création, donc toute une phase de design, de réflexion sur le positionnement par rapport à leur cible, mais après également tout l'approvisionnement en matière, ce qu'on appelle dans le jargon la matière sèche, c'est tout ce qui recouvre bouteilles, cartons, capsules, bagging box, que tu évoquais par le terme cubi. Donc voilà, donc sur l'ensemble de leurs problématiques, ils ont un interlocuteur qui peut prendre une approche holistique du sujet. Voilà, donc, et pour nous en parler aussi, finalement, il y a des clients qui sont derrière, qui cherchent justement la bouteille qui raconte la bonne histoire. Et on aura Gaëtan Avadier qui est avec nous au sein de la coopérative d'Estendon. Toi, tu es responsable achat et marketing et tu pourras nous dire justement quels sont les liens, quels sont les besoins quand vous créez des bouteilles. Et on va s'arrêter sur une bouteille assez historique qui fonctionne très bien chez vous. Elle a un nom en plus plein de poésie, cette bouteille. Eh bien, oui, donc je m'occupe effectivement de tout ça chez Estendon et le packaging est vraiment un élément essentiel qui doit rentrer en cohérence avec l'ensemble de la promesse qu'on fait à travers notre produit. Donc on va parler effectivement aujourd'hui d'un produit qui s'appelle Insolence. Insolence, voilà. Écoute, pour stipuler ou en tout cas pour amener ce terme insolence, j'ai la professionnelle de l'insolence. Tu te tournes. Non, elle est où? Bonjour Stéphanie. Bonjour. Finalement, c'est plutôt le mot créativité, toi, avec lequel aujourd'hui tu vas pouvoir interagir avec une proposition de chronique qui est totalement dans le mot créativité et dessin aussi. Oui, je pense qu'on va trouver des liens avec le design, le graphisme, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une tatoueuse, d'une artiste tatoueuse qui s'appelle Lily Strange et vous allez découvrir un petit peu son univers. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour ses dessins, pour ses illustrations et donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. On vient de le dire, créativité, merci Stéphanie. Créativité, parce que derrière tout ça, c'est le mot créativité qui est derrière, mais une créativité bien spécifique, c'est-à-dire que cette créativité dans la bouteille, c'est une créativité qui doit raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle, l'histoire d'un lieu, d'un endroit, et encore mieux, c'est-à-dire qu'il faut en plus aller dans peut-être aussi une promesse pour le consommateur qui est derrière, en tout cas le public qui va, c'est-à-dire qu'il faut que le goût puisse en plus être en lien avec ce qu'on a l'impression ou l'image. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué, mais tu en parles très bien. Bravo. Ouais, si vous avez besoin d'un commercial, j'arrive. Écoute, en tout cas, tu résumes bien la problématique. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne approche. Il y a une approche adaptée vraiment à chaque cas, parce que dans la filière, il y a beaucoup de différents types d'acteurs. Le vin est un secteur qu'on peut qualifier de traditionnel, en tout cas avec des valeurs qui sont historiques. Je veux dire, c'est la plus vieille boisson, une des plus vieilles boissons au monde. On en a retrouvé en Chine et en Grèce, etc. La Provence, en Europe, c'est le bastion historique. D'ailleurs, c'est un peu parfois la signature des Côtes de Provence de dire que la boisson a été créée il y a 2300 ans. Donc tout ça, c'est, on va dire, dans les gènes du vin. Mais aujourd'hui, il y a des évolutions, il y a des nouveaux outils de communication, les réseaux, etc., qui font que les codes sont un tout petit peu bousculés. Et c'est vrai que la Provence, pour en revenir à ton sujet, historiquement, en tout cas ces dernières années, a surfé sur une grande croissance de la consommation de rosé et accompagne ça avec, on va dire, une innovation et une créativité qui est assez atypique par rapport aux autres appellations en France. Nous, on le voit bien parce qu'on travaille sur 3 régions et c'est vrai que c'est intéressant pour les créatifs. Alors, peut-être qu'on demandera à Lily Strange un jour de créer des étiquettes ou des packages, mais en tout cas, on s'interdit beaucoup moins de choses et on se permet justement d'aller jusqu'au bout de la logique en matière de package. Justement, vous allez au bout de la chose, c'est-à-dire que ces formes de bouteilles, elles peuvent être avec des formes plus arrondies. On a vu que là, il y en a quelques-unes qui sont défilées des formes extrêmement carrées, c'est-à-dire que ça, c'était pas une habitude. On avait cette forme de vin assez basique qui rassurait tout le monde de manière historique. Et ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que peut-être du côté de Bordeaux, on est encore dans cette forme un peu plus finalement habituelle qui raconte l'histoire une histoire, je veux dire, ancestrale. Et finalement, ce packaging,
on a besoin d'interpeller le public différemment. Tout à fait. Encore une fois, il n'y a pas de bon package. Il y a un package qui raconte une histoire. Donc, typiquement, il y avait 2 grandes familles de bouteilles, ce qu'on appelle la bordelaise, la bouteille bordelaise, justement, qui est très présente à Bordeaux, et la bouteille bourguignonne. Bon, là aussi, je t'explique pas d'où elle vient, mais donc c'était les 2 grandes origines. En Provence, on avait la flûte provençale, bon, qui est quand même beaucoup moins à la mode et moins connue que ces deux versions. Et on va dire ces dernières années ont été créées des formes, comme tu le dis, atypiques. Alors on joue sur la forme, on joue sur la teinte de la bouteille, on joue sur la gravure, on joue également, et c'est le cas par exemple ce que l'on verra tout à l'heure avec Insolence sur des effets de sérigraphie. Et là, typiquement, tu montres une bouteille qui est une des bouteilles que l'on a accompagnée en création, où on est sur de l'embossage structurant, c'est-à-dire qu'on a un moule de base d'une bordelaise, une bouteille bordelaise, mais qu'on est allé travailler en la gravant de manière extrêmement prononcée. Et avec ça fait un effet relief, on va dire, très très marqué. Et c'est vrai que cette bouteille, quand tu es sur de la vente de rosé où la couleur est un élément de l'acte d'achat du public, tu arrives à sortir du lot et en allant jusqu'au bout de la logique où là, ils se sont même passés, si tu veux, de l'étiquette. Donc on est uniquement sur une bouteille qui parle à travers sa sculpture. Mais là, finalement, ce genre de création, il faut qu'elle corresponde finalement à l'image d'un terroir ou en tout cas peut-être d'une coopérative, d'un domaine, d'un château. Parce que pareil aussi, vous avez besoin de raconter cette histoire et finalement, il faut que cette bouteille corresponde finalement à ce que les gens ont envie de raconter derrière. Tout à fait. Le maître mot, c'est cohérence. Et là, on va dire après l'ambition qu'il y a derrière, en l'occurrence, c'est un château en Provence qui a la garde freinée, qui avant qui a changé de nom pour s'appeler Ultimate Provence Up, pour prendre ce cas précis. Et dans l'idée justement d'innovation, ils se sont même passés de la terminologie habituelle dans les codes du vin, qui sont domaine, bastide, le clos, château. Et donc on est pour le coup, on va jusqu'au bout de la logique avec un package. Mais on va dire, sans aller dans ces extrêmes-là, tu peux arriver avec d'autres biais et d'autres techniques à justement raconter des histoires complémentaires. Ce que tu viens de dire, et aussi c'est un élément, c'est-à-dire que la clientèle, ou en tout cas la personne que vous allez cibler aussi est importante. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des bouteilles dites en supermarché, des bouteilles peut-être directement au vignoble, mais derrière la clientèle, elle n'est pas forcément ici en France, elle est aussi à l'étranger. Et là, vous adaptez aussi ? Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Alors la terminologie qui est un peu, parce qu'on c'est de la maïeutique, c'est-à-dire que on a les questions et le client a les réponses, mais c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Donc on l'accompagne là-dessus, et après il y a tout un enjeu, on va dire, de sourcer et de trouver les bons verriers, parce que c'est des industriels. Nous, on est, on va dire, à la fois dans le marketing, mais aussi dans l'approvisionnement, dans la sécurisation de l'approvisionnement. Et après, il y a la cohérence d'ensemble, c'est ce que j'évoquais sur le carton. Pour reprendre un de tes exemples en disant en fonction du marché, il y a des marchés aujourd'hui à l'export où le carton est un élément structurant du packaging. En l'occurrence, si tu prends le marché des États-Unis, qui, pour la Provence, et même en France en général, est un des premiers marchés, pour ne pas dire le premier marché de très loin, le carton, dans les linéaires, c'est un élément du discours qui peut porter ta marque et raconter une histoire. Et donc là-dessus, il y a plein de variantes possibles, et que ce soit au niveau de la texture, que ce soit au niveau du rendu d'ensemble. Quand tu dis le carton, c'est le carton où on y met 3 bouteilles, c'est le carton où on y met les 6, ou c'est le carton de la box où on met le... Alors, c'est le carton où on met les bouteilles, sachant qu'aux États-Unis, c'est plutôt des cartons de 12, et que tu as des cartons de 6, c'est la norme de base, sachant que, pour rebondir sur ce que tu dis, tu as aujourd'hui beaucoup de coffrets de 3 bouteilles, et donc tu peux avoir l'ensemble, mais si tu veux, c'est la fonction du packaging, elle a 2 usages. Elle a un usage fonctionnel de préserver l'intégrité, si tu veux, du contenant, qui est la première valeur de la chose, et le deuxième élément, c'est raconter une histoire. Et donc, typiquement, le carton, il y a des enjeux de solidité, comme le verre, qui doivent être pris en compte. On reviendra plus sur ce carton parce qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi la technicité qui doit aussi s'adapter aux ouvriers qui travaillent sur le remplissage des bouteilles, etc. Ou des formes box. Comment tu appelles ça, les box, toi moi, j'appelle ça bagging box. Avant, on va dire, quand on parlait de cubi, c'était une forme, et le bagging box est venu révolutionner la chose, et c'est devenu un format extrêmement populaire, parce qu'en fait, il y a une technologie qui permet aujourd'hui de maintenir une poche à l'intérieur sous vide. Donc quand tu achètes ton bagging box, ton bib, comme
comme on dit, tu le conserves sans problème 3-4 mois. Et donc avant, avec le cubi, au bout d'une semaine, ça commençait à être un peu compliqué parce que le vin s'oxyde, et d'où l'intérêt du packaging. Et en plus j'en ai rempli des petites... On sent le vécu derrière. J'avais un ami vigneron, voilà, je l'ai aidé à. Et justement, on va aller du côté d'une coopérative, on va aller du côté de la coopérative d'Estendon avec Gaëtan Avadier. Gaëtan, ce dont on parle là, finalement, c'est des problématiques, vous aussi, que vous avez eues en créant aussi certaines bouteilles. Vous, avec une identité qui est une identité où l'authenticité, c'est-à-dire il y a ce besoin de montrer que vous innovez, que vous êtes vraiment dans le 21e siècle, tout en restant dans votre mot authentique. C'est-à-dire que vous n'allez pas chambouler vers une forme d'originalité particulière pour ne pas bousculer votre identité. C'est effectivement le maître mot de la coopérative d'Estendon, c'est de travailler en étant le plus vrai possible, ce qui ne veut pas dire en étant très traditionnel ou trop traditionnel, mais on tient effectivement à rester vrai auprès du public, auprès du consommateur, pour avoir une promesse la plus ajustée possible et la plus cohérente. Et alors ça ne nous empêche pas, voilà, de partir sur des créations un petit peu atypiques, ce qu'on avait pu faire à l'époque pour Insolence, il y a maintenant 4 ans. Elle a une forme particulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une forme, la base est plus épaisse que... C'est ça. C'est sublime, en plus, c'est beau. Voilà, il y avait une forme, déjà le choix de la forme de bouteille qui est un petit peu particulière, effectivement, qui n'est ni une bordelaise, ni une flûte, qui est un petit peu entre les deux. Et à travers ce projet, lorsqu'on l'avait en tête, on voulait s'exprimer un petit peu, s'émanciper en disant oui, Estendon, c'est une coopérative, et oui, on sait aussi être innovant, on sait aussi tout en restant authentique. Et c'est ce qu'on avait voulu faire avec ce produit Insolence. Voilà. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le mot coopérative, on n'y voit peut-être pas forcément d'être à une forme de certaine pointe et d'innovation. On y voit quelque chose peut-être un peu d'archaïque derrière. Et il fallait montrer que non. Voilà, c'est une image effectivement qui reste encore, voilà, c'est un héritage. On est fiers de l'héritage coopératif puisqu'il porte beaucoup de valeurs humaines, de valeurs de travailler ensemble. Par contre, on a la conviction aujourd'hui que, et les temps ne nous font pas dire le contraire, que le travailler ensemble et le être ensemble, ce qui est le fondement d'une coopérative, voilà, on va avoir de plus en plus une oreille attentive et les valeurs que ça porte sont de plus en plus recherchées par le public. Donc oui, on a cette volonté de le dire haut et fort, et rien de mieux qu'un packaging qui prend un petit peu de place aussi, et donc ce produit Insolence a répondu un petit peu à tout ça. Derrière, c'est-à-dire que ça, c'est un produit, comme tu le disais, atypique pour finalement montrer cette forme d'identité, mais derrière, après, je veux dire, les autres bouteilles, vous allez chercher une autre histoire, et ce mot authenticité, c'est-à-dire que vous ne voulez pas l'originalité, c'est-à-dire que là, il y a atypicité, c'est pas originalité, c'est-à-dire que vous ne voulez pas non plus bouleverser la chose, vous voulez garder votre identité. Alors, on peut jouer sur les mots, mais oui, il y a une originalité, une authenticité, mais on veut pas trahir effectivement notre ADN ou notre ADN coopératif. Mais cet ADN coopératif, il peut être très original, il peut être, mais en tout cas, il n'est pas dans des promesses qu'on ne serait pas capable de tenir. Voilà. Et je rejoins Sébastien lorsqu'il disait que le maître mot, c'est la cohérence. C'est ce qui nous guide au quotidien. Voilà, c'est rester cohérent à travers le produit qu'on amène jusqu'au public. C'est ce mot-là, c'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas envie de décevoir la personne qui va avoir une sorte d'acte d'achat et qui va goûter votre terroir. C'est-à-dire que vous ne voulez pas décevoir, c'est-à-dire la promesse que vous faites, vous voulez qu'elle soit cohérente avec ce que les gens vont avoir dans leur verre. C'est tout à fait ça. Lorsque la personne va acheter une bouteille d'Insolence rosée, ou alors on l'a également en blanc ou en rouge à côté, il faut pas que le produit soit neutre à côté, que le vin passe inaperçu. Donc, qu'est-ce qu'on a mis derrière ? On a voulu quelque chose qui explose en bouche, avec une explosion aromatique, pour justement répondre à ce côté Insolence. Si vous avez une bouteille d'Insolence et il n'y a pas un minimum d'insolence à travers la dégustation, ça fonctionne pas. Et c'est ce qui fait que ça a marché. Je rappelle quand même que le vin est à boire, comme tous les alcools, à boire avec modération aussi. Et puis là, on parle terroir de toute manière. Merci. J'ai peut-être envie de juste faire une parenthèse, une petite pause, parce que je trouve qu'avec ce mot insolence, création et tout, ça correspond totalement à. Et tu verras tout à l'heure aussi, Stéphanie, que les étiquettes aussi, on y travaille du relief, on y travaille ses dessins. Et puis, on va voir que ça peut être aussi utile sur les fameux cartons, packaging et les bibs. Les bibs. J'ai oublié le... Bagging box. Bagging box. Je vais y arriver un jour. Hein.
Et toi, aujourd'hui, c'est Lily Strange, une tatoueuse. Une tatoueuse, une artiste tatoueuse. Je tiens à mettre le mot artiste avant de dire le mot tatoueur, parce que c'est quand même une pratique qui a une longue histoire, avec une image qui a été parfois associée avec des milieux un peu, ou des milieux du banditisme ou de la prison, des choses comme ça. Le tatouage a énormément évolué, c'est devenu vraiment un art à part entière, avec notamment des artistes qui souvent ont une formation de graphistes, des beaux-arts, d'art déco. Il y a vraiment des très grands talents. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez découvrir le travail de Lily Strange qui vit à Toulon. Spécial pack, c'est bien. Oui, alors là, on a les petits, c'est un peu l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, vous allez voir. Donc elle a toujours aimé dessiner, voilà, depuis toute petite, elle dessinait. Elle a quand même passé son bac et puis ensuite, elle est partie faire une formation de graphisme avec toujours l'idée de devenir tatoueuse. Elle a poussé la porte d'un salon à Toulon qui s'appelle les Tontons Encreurs. Et là, voilà, vu qu'elle était très talentueuse déjà, qu'elle dessinait déjà beaucoup, eh bien, elle a fait son apprentissage là-bas. Maintenant, ça fait 5 ans qu'elle travaille là-bas. Donc voilà, vous découvrez un petit peu son univers. Alors, elle s'inspire beaucoup d'un peintre d'Art Nouveau et ça fait très écho à ce que j'ai... Ah ben, c'est lui. Voilà, donc c'est Alphonse Mucha. Ça m'a fait penser d'ailleurs aux bouteilles tout à l'heure, celles qui étaient toutes ciselées, qui sont très Art Nouveau. Enfin, on retrouve comme ça des influences. Voilà, donc elle travaille beaucoup les portraits féminins, les fleurs, le végétal. Donc elle aime lier ces univers-là. Voilà, là vous la voyez en action. Donc c'est simplement comme si, au lieu d'avoir un pinceau, le tatoueur a ce dermographe, cette machine. C'est proche du métier de graveur aussi, je veux dire, puisque c'est la même chose que va faire un graveur. Oui, il y a vraiment il y a beaucoup de liens avec beaucoup d'autres métiers artistiques ou d'artisanat d'art. Et souvent, les tatoueurs ont une facette artistique, comme tu disais, tout à côté. Ça peut être des graveurs, des peintres, des stylisateurs, etc. Ils travaillent sur l'illustration. Toi, tu le disais, notamment Lily Strange, travaille sur le graphisme à côté, etc. Voilà, donc ce sont des dessinateurs, ce sont des illustrateurs. Donc ce sont des gens avec qui vous pouvez vraiment travailler. Quand vous voulez moi, je considère vraiment ça comme des œuvres d'art, des pièces. Vous achetez, certains achètent des tableaux. Ben là, le tableau, il est sur votre peau. Et donc j'encourage vraiment tous les gens aussi qui veulent se faire tatouer à aller... J'ai cru que s'ils veulent se faire encadrer... aussi, on peut toujours se faire encadrer, mais là, vous l'aurez sur vous. D'avoir la curiosité de rencontrer ces artistes-là et de travailler avec eux. Ce sont des gens qui vont dessiner pour vous, qui vont pouvoir... des fois, on veut un motif, on dit « je veux ça ». Moi, je conseille de découvrir l'univers artistique. Tous les tatoueurs ont leurs univers artistiques propres. Voilà, elle aime aussi le manga, elle aime le cartoon, donc ça fait un très joli mélange. Et là, voilà, elle décide, vous voyez, souvent ils font leur préparation sur des palettes graphiques. Et on est vraiment dans le dessin, hein. On n'est pas sur des fois, on pense à presque quelque chose de copier-coller, de l'autocollant, pas du tout. Ce sont des vrais créateurs et ensuite Tu en parles de manière passionnée, tu vas passer le pas? Moi, je dis rien. Ça ne se voit pas, en tout cas. Non, ça ne se voit pas. Et voilà, donc elle est encore jeune. Tu as passé le pas, toi, Sébastien? C'est très personnel, en effet. On ne peut pas dire. On peut pas dire où et quoi. C'est la part de secret de chacun. On ne peut pas dire où et quoi. Mais c'est vrai que c'est très beau. En tout cas, voilà. Elle est à Toulon, chez les Tontons Encreurs. Elle a l'intention aussi de beaucoup collaborer par la suite, de bouger un petit peu partout en France et dans le monde. Et elle s'intéresse aussi, justement, à collaborer avec d'autres artistes et d'autres formes pas seulement le tatouage. Voilà. Elle s'intéresse beaucoup aussi à l'illustration, au dessin et à toute possibilité. Lily Strange. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et sur Instagram. Ben voilà, Facebook Lily Strange et puis l'Insta c'est Lily _STRG. Là, Sébastien Lyotard, notre réalisateur, met tout ça à l'antenne. Merci. Voilà. Et je disais vraiment, là, quand on voit ce dessin-là, c'est-à-dire que vous aussi, vous travaillez justement sur ces étiquettes aussi, sur cette idée de relief aussi, de dessin, de forme. Et tu l'as dit aussi sur ces cartons aussi, c'est-à-dire la promesse qu'il y a sur le carton, il faut que ça soit une promesse où le toucher aussi est important. Tout à fait. Alors, le toucher est clé. Les évolutions technologiques, que ce soit au niveau du papier, que ce soit, le carton c'est du papier ondulé, hein, donc, mais que ce soit au niveau aussi de la bouteille avec des textures, des gravures, la sérigraphie. Hein. Insolence, c'est une bouteille sérigraphiée, donc on est sur un marquage à chaud dans le verre qui rend un rendu, même avec des couleurs. C'est très impressionnant ce qu'il est aujourd'hui
possible de faire. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est seulement les artistes qui ont, une fois compris les enjeux technologiques, enfin les techniques, qui peuvent justement exprimer ça au mieux. Parce que la technique en soi, s'il n'y a pas un projet artistique derrière ou un projet packaging d'ensemble, bon, ça reste gadget. Et l'idée d'avoir cette bouteille qui peut rester, parce que finalement, quand elles sont belles, qu'elles sont jolies, qu'elles racontent une histoire, on a peut-être envie de la voir au quotidien. Ça devient un objet d'art aussi, un objet à garder. Je trouve ça vraiment important, en plus de faire rentrer la beauté dans le quotidien. Enfin, c'est ça qui est aussi important, c'est que tous les objets qui nous entourent, plus on y met des choses dedans, plus on y met de la qualité et une histoire, et plus on a envie de les garder et d'en faire des choses propres. La fameuse bib bag-in-box, je suis arrivé au bout de 3 fois. Celle-là aussi, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent justement au remplissage finalement et c'est eux qui vont remplir justement cette poche de vin. Donc il faut aussi ton expérience personnelle n'est pas la norme là-dessus. On sent que tu as un vécu, mais aujourd'hui il y a des process industriels, des spécialistes de la mise en bib qui permettent justement d'avoir des cadences industrielles. Il faut avoir en tête, nous à l'échelle de Concept, c'est notre 3e plus gros marché, donc c'est assez significatif. Clairement, si tu as une analyse, puisque je pense que c'est un des sujets aussi, le packaging est souvent lié à l'empreinte environnementale, et aujourd'hui le verre a un intérêt phénoménal, c'est soit la réutilisation, soit le recyclage. Il a une limite, c'est qu'il a un impact carbone qui est assez important quand on fait la chaîne de l'ensemble des matières qui rentrent en ligne de compte pour faire le vin. Et typiquement, le bagging box, aujourd'hui, il a un impact qui est vraiment significativement moindre, parce que c'est vraiment il n'y a pas cet effet verrier. Le verre, c'est pas le verre en soi qui est lourd en impact carbone, mais c'est le procédé industriel avec énormément d'énergie pour produire du verre. Et donc, pour en revenir à ta remarque, le champ artistique, il est important parce que c'est un effet qu'on appelle offset, donc ça veut dire que c'est un rendu photo, c'est illimité en matière de création et de rendu. C'est souvent des rendus très, 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 très esthétiques. Et il y a 8 faces, enfin 9 faces, si tu regardes le dessous aussi. Et typiquement, sur un bagging box, que ce soit en 3 litres, en 5 litres, en 10 litres, en format frigo, en format carré, il y a une grande, grande variété d'utilisations qui permettent d'exprimer assez bien le sujet. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi que ce carton soit aussi, et la technicité pour le remplissage, et la technicité aussi pour le client derrière. C'est-à-dire que derrière, vous devez réfléchir à cette manière de la mise en boîte, finalement, mais aussi l'utilisation. Alors nous, on est spécialisé dans la fourniture. Là, tu vois typiquement l'escarelle qui apparaît à l'écran. Il y a de la sérigraphie. Là, on est à la selle, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, de l'embossage avec le marquage d'une bouteille, qui n'est pas une bouteille bourguignonne, qui n'est pas une bouteille bordelaise. Ce qu'on appelle le pied de pose, c'est le bas de la bouteille, où c'est également marqué, alors tu ne vas pas zoomer, mais si tu veux, il est marqué escarelle dessus. Et ça, c'est un projet où on accompagne. Et il y a de la sérigraphie. Et à côté, il y a un bib. Donc tu vois que les gros acteurs, et typiquement l'escarelle, c'est un des gros acteurs en Provence, ils jouent sur l'ensemble, notamment pour leur cuvée. Pour se démarquer, ils sont assez présents en ce qu'on appelle en GMS. Cette idée de verdure rose, etc., ils ont un joli jardin aux papillons chez eux, etc., et s'intéressent aussi à la nature. C'est un acteur qui est très sensibilisé sur ces sujets, tu as raison. Et donc ça fait partie de l'histoire qu'ils souhaitent raconter à travers leur package. Derrière, justement, cette histoire, c'est les dominations aussi, parce que aussi il y a cette idée d'AOP, de DOP, d'IGP, etc., etc. C'est-à-dire que derrière, vous avez peut-être une appellation d'origine protégée, par exemple vin de Provence, mais derrière, il peut y avoir, je pense à Notre-Dame-des-Anges, où on est sur une dénomination d'origine. Tu auras appris plein d'acronymes aujourd'hui entre le BIB, l'AOP, le IGP. Schématiquement, la France et l'Union européenne a beaucoup travaillé pour protéger des zones de production. Donc IGP, c'est pas spécifiquement au vin, c'est beaucoup d'appellations, enfin de fromage, etc. Et là, ce que tu évoques, c'est tu as l'AOP, l'appellation d'origine protégée Côte de Provence. Avant, ça s'appelait l'AOC. Et depuis quelques années, le CIVP, qui regroupe les coteaux varois en Provence, les coteaux d'Aix-en-Provence et les Côtes de Provence, a décidé de développer des zones spécifiques où il y a une spécificité du terroir qui mérite d'être mise en avant. Et on l'a fait, la dernière en date, c'est Notre-Dame-des-Anges, qui est un magnifique terroir, où se trouve d'ailleurs Ultimate Provence, pour l'anecdote. Et alors, ils n'ont pas choisi de prendre cette appellation, il reste Côte de Provence, mais tu as aussi la Sainte-Victoire, qui est au pied de la Sainte-Victoire, qui est aussi une sorte de micro-appellation, un peu à l'image de l'esprit bourguignon, avec une parcellaire très, très marquée. Ce que je veux dire, c'est que ces éléments-là aussi doivent être vus, compris par la personne qui est en face. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez des fois cette complication qui va s'ajouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, mais plusieurs informations qu'il faut donner en plus du lieu où le vin est fait. Donc, alors, il y a ça, et si tu élargis encore plus, en fonction
fonction du pays où tu vas vendre ton vin, typiquement, tu prends l'exemple des États-Unis, le logo de la femme enceinte qui est obligatoire en Union européenne, il est interdit aux États-Unis. Donc si tu veux, et ces exemples-là, je peux t'en citer des dizaines et des dizaines. Donc il y a vraiment une intégration avec des mentions légales que tu dois mettre ou pas en fonction des sujets. Et voilà, vous avez tout simplement un site internet concept-emballage.fr pour retrouver pas mal d'infos et puis voir finalement d'autres bouts de coulisses de vos métiers. On rappelle que c'est le cœur de votre société ici en Provence Vert du côté de Brignoles, mais finalement vous avez réussi à que votre savoir-faire a finalement fait des petits un peu partout en France. Merci aussi à toi Gaëtan Avadier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, puis je te dis à très bientôt, puisque voilà, moi ça m'a suscité l'envie d'avoir du toucher à la bouteille Insolence. J'ai envie de savoir comment elle est au toucher. Voilà, c'est multisensoriel, on peut y aller. Parfait. Je te remercie. Merci à toi aussi Stéphanie. Et on rappelle que la fameuse Lily Strange, etc., sur son Facebook. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez découvrir son travail. Merci à tous. Merci à toi Sébastien. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.